Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'un de nos chroniqueurs dans le kiosque, Maître Philippe Saint-Cyr. Bonjour Philippe, ça va bien? Bonjour Manu, ça va encore. Ça va encore. Je tiens la route. Alors, tu nous as sorti un livre il n'y a pas très longtemps qui parle donc de l'octroi de mer. On dit beaucoup de choses sur l'octroi de mer, mais là, tu vas nous éclairer là-dessus. Alors, cet octroi de mer, d'où vient-il? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est ancien? Qui est-ce qui profite, entre guillemets, de son implantation à la Martinique? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, l'octroi de mer? Et très lu, hein, parce que là, nous avons quelques livres que tu as bien voulu laisser à Zouk Télévision. Contre la modique somme de 11 €, c'est parti tout de suite. C'est prix coûtant, oui. Prix coûtant, c'est parti tout de suite. Donc, oui, alors, l'octroi de mer, oui, Philippe. Alors, j'entends souvent des affirmations qui ne cessent de se répéter. Très récemment, dans un journal, j'ai vu qu'on qualifie l'octroi de mer de taxe coloniale, n'est-ce pas, créée par Colbert. Il n'y a rien de plus faux que cela. OK ? L'octroi de mer, ce n'est pas autre chose que l'octroi municipal qui a existé sur le territoire hexagonal en France depuis très longtemps, le Moyen-Âge. Mm-hmm. C'était, si tu veux, la réaction des villes et des villes portuaires de pouvoir mettre une taxe sur les marchandises qui entrent dans la ville. OK ? Pourquoi ? Un aspect fiscal pour entretenir la ville, offrir de meilleurs services. Et tu retrouves cette attitude-là dans les ports athéniens, chez les Romains, ils appellent ça les ports Sura. Et cette entrée sur le territoire hexagonal, l'octroi municipal, Louis le Gros, en 1100, et celui qui a véritablement organisé l'octroi municipal, c'est Louis XIV, qui a fait construire les fameuses barrières d'octroi autour de Paris, d'accord ? Et toutes les marchandises qui entraient, elles étaient frappées par ce droit. Et c'était uniquement fiscal. L'octroi municipal n'a jamais eu pour vocation une vocation économique, jamais. S'agissant de Paris, un petit fait que je note, c'est que les guinguettes au bord de l'eau, n'est-ce pas ? Comment ça s'est construit ? Tout simplement parce que on voulait mieux vendre le vin à l'extérieur de Paris, n'est-ce pas ? On ne payait pas de droit, mais bien sûr. Et en la matière, le célèbre douanier Rousseau était commissaire de première classe, chargé, n'est-ce pas, du contrôle des alcools. Il était bien placé pour ça, si j'en crois son histoire. Okay. Mais de nos jours, je vois... Alors, oui, pardon. Alors, je te dis, ça existait. L'octroi, donc, tout simplement, on l'a appliqué sur les territoires ultramarins. Oui. Il a franchi l'océan, ok ? Et franchissant l'océan aux alentours on retrouve vers 1819, ok, dans les budgets municipaux. Et c'est le Senatus consul du 4 juillet 1866 qui l'a officialisé pour l'outre-mer. Et à partir de là, nos ancêtres politiques ont construit effectivement l'octroi de mer. Alors, explication des termes. Hein. D'accord. Octroi, pourquoi ? Eh bien, parce que c'était le roi qui, à l'époque, octroyait aux municipalités le droit d'exercer la perception. OK ? Octroi donc municipal. Pourquoi octroi de mer ? Eh bien, lorsque l'octroi a franchi les océans, eh bien, on a considéré qu'il était beaucoup plus pratique de le percevoir à l'entrée des îles. C'est ça. OK ? Donc, c'était l'octroi aux ports de la mer, aux portes de la mer, et cet octroi était réparti entre les villes au profit des populations, en fonction de la population. Alors, un dernier truc, je te laisse la parole. Mais quand j'entends dire que c'est moi qui suis à l'origine de ça, dans ma jeunesse, parce que j'ai travaillé longtemps sur l'octroi de mer, puisque ma thèse a porté sur le régime juridique du commerce maritime aux Antilles, et j'avais trouvé un droit, le droit de poids qui... Je voulais faire un peu l'intéressant juriste.
c'était un droit d'importation. Et c'était quoi le droit de poids? J'ai dit qu'on pouvait trouver ce droit comme origine, mais c'est pas vrai du tout. Le droit de poids, c'était un droit qui avait été institué par la Compagnie des Indes occidentales, qui avait le monopole du commerce, et lorsque la compagnie vendait ses marchandises aux colons, ils avaient le monopole des instruments, des mesures et de poids, donc il y avait un prix supplémentaire à payer, d'où le droit de poids. Bon, tu voulais me poser une question? Oui, parce que aujourd'hui, qui profite de son implantation et qui profite des subsides que ça rapporte? L'octroi de mer, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Je crois que je vais reprendre la formule de Tocqueville. Lorsque le passé n'éclaire plus l'avenir, le présent marche dans les ténèbres. Okay? Donc, et on ne sait pas d'où ça vient, à quoi ça servait. Eh bien, ce sont nos conseillers généraux, à partir principalement du Sénatus 4 juillet 1966, et Sénatus qui a donné une autonomie douanière et fiscale qu'on n'a jamais pu retrouver aux colonies, d'accord? Et ces conseils généraux avaient le droit, n'est-ce pas, de percevoir l'octroi de mer et de percevoir et d'inventer les tarifications de douane, ok? Et nos ancêtres, parce que, précision, le Sénatus consul du 4 juillet 1866, il vient après, on ne parle jamais de ce texte-là, après la loi du 3 juillet 1861. La loi du 3 juillet 1861, c'est celle-là qui a supprimé le pacte colonial, ok? Donc, après l'émancipation des esclaves, la loi donc supprime le pacte colonial et on se trouve dans une situation économique difficile. D'où l'idée de libre-échange, donner une liberté totale aux collectivités pour qu'elles puissent effectivement tirer profit de cela. Donc, c'est eux qui décident du prix. Alors, oui, c'est à partir du Sénatus consul du 4 juillet 1866. Alors, nos anciens étaient très, très intelligents et très subtils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont aperçus qu'il fallait effectivement profiter de la liberté. Et profitant de la liberté, ils ont fait disparaître les droits de douane. Ce qui fait que les marchandises qui étaient importées étaient frappées uniquement par le droit d'octroi que recevaient les collectivités, oui. ok? Donc toutes les marchandises étaient placées sur le même plan, effectivement, et ça n'a pas plu du tout aux commerçants métropolitains qui ont réagi. Et à partir de là, ils ont réagi. Et quelques années plus tard, ils ont fait établir une loi de 1892, la loi douanière de 1892, enlevant aux conseils généraux le droit de percevoir des droits de douane. Non, uniquement le droit d'octroi de mer, ok? D'accord. Et le droit d'octroi de mer donc existait au profit des communes, mais précision que j'apporte, ce droit d'octroi de mer, il a été utilisé de façon maximum au niveau fiscal par nos conseillers généraux. Nos conseillers généraux ont décidé, première décision, que cet octroi devait être perçu non seulement sur les marchandises importées, mais aussi sur les produits locaux. Mais attention, c'est pas sur tous les produits locaux, il s'agissait de frapper uniquement les produits homologués, donc par exemple homologués aux produits, n'est-ce pas, importés. Donc si c'était on fait du cirage sur place et que il y a du cirage importé, on va frapper le cirage qui est fabriqué sur place. D'accord. Et on va pouvoir frapper les autres productions. Donc c'est extrêmement subtil. Hein. Et dans les années 1953, si tu veux, après la départementalisation, on a fait en sorte que l'octroi de mer, si tu veux, frappe la production locale. Les produits importés à la production locale. C'est un impôt perçu sur toutes les marchandises, non, rien de plus normal. C'était en 1953. D'accord. Mais très rapidement, dans les années 1960, n'est-ce pas, intervention des producteurs locaux en disant mais on est frappé doublement sur les marchandises importées
et sur la transformation, puisque le produit transformé est frappé par ces droits. Alors ils ont demandé la suppression. Et dans les années 1963, il y a eu effectivement une circulaire suspendant la perception de l'octroi de mer interne, c'est-à-dire sur les produits locaux. Mais on n'a pas fait un texte puisque les traités de Rome est là et cette taxe, cet impôt ainsi appliqué avait pour résultat d'être équivalent à un droit de douane. C'est ça. Et là a commencé les difficultés. Mais à l'heure actuelle, je te laisse finir l'histoire, à l'heure actuelle, avec le développement du concept de l'ultrapériphéricité et l'article 297.2 du traité de Rome, du traité de Maastricht et l'article 349, oui, du traité de fonctionnement de l'Union européenne, le système est admis et on protège la production locale. Comment ? Tout simplement, tous les produits sont taxés. Sauf cas particulier d'exemption, tous les produits sont taxés, mais on favorise la production locale par un différentiel de taxation. Ok ? Les produits qui sont susceptibles d'être touchés par l'octroi de mer, eh bien, on les taxe de façon inférieure par rapport aux produits qui sont importés. D'accord. Voilà en gros, hein. C'est extrêmement complexe, mais ce que j'affirme, c'est que l'octroi de mer tel qu'il existe n'est pas une institution coloniale. C'est nous, nos aïeux, nos ancêtres, qui l'ont ainsi construit. Alors, ce que je voudrais ajouter pour finir, c'est que le système, à mon avis, il correspond à la réalité. Il faut des règles particulières pour nos territoires. Et cela devrait pouvoir se poursuivre. Par contre, les tarifications qui sont appliquées sont imaginées dans le désordre. Et pour que cet instrument fonctionne correctement, il faudrait avoir un projet de développement, notamment économique, et voir comment on peut tarifer les différents produits. Actuellement, je dis les choses telles que je les pense, c'est au coup par coup. Et ça crée effectivement un désordre. Alors, à qui ça profite ? Alors, on dit que l'octroi de mer renchérit le coût de la vie. On a fait un calcul, 3%, 5%. Non, même pas. Et, bien sûr, ce que j'appelle les marchands demandent la suppression de l'octroi de mer comme étant contraire au traité de Rome. Mais supprimer l'octroi de mer serait, à mon avis, quelque chose de très préjudiciable, puisque la fonction fiscale est fondamentale. C'est 50% des budgets communaux. Okay. Alors justement, les communes vivent de ça. Ah oui, bien sûr, 50%, oui. Alors, est-ce qu'elles utilisent bien l'octroi de mer ? Je n'en sais rien, peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme le disait le président Letchimy, bien sûr, on peut baisser sur certains produits le tarif d'octroi de mer. Mais encore faut-il avoir la certitude qu'il y aura répercussion pour le consommateur. Souvenons-nous, n'est-ce pas, de la TVA s'agissant des restaurants, je crois que c'était sous Chirac. Bon, on a baissé la TVA à 3%, soi-disant, on aurait baissé les prix, on aurait recruté, et rien de cela, ça a augmenté la marge. Voilà. Mais j'entends dire ça et là aussi que les produits locaux qui ne sont pas frappés de l'octroi de mer sont plus chers que les produits importés. Alors ça c'est alors sur ce point-là, ça c'est l'octroi de mer interne. Je n'ai pas apporté la précision, mais les dernières règles concernant la production locale, c'est seules les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de 550 000 € livrant des produits locaux, n'est-ce pas, qui sont frappés. Ceux qui sont en dessous ne sont pas frappés par l'octroi de mer interne. Oui, mais ce que tu dis est vrai. Très souvent, n'est-ce pas, nos commerçants locaux ou nos industriels locaux, artisans locaux, se calquent tout simplement sur le prix des produits importés. Effectivement. Et c'est le consommateur en finalité qui ne comprend pas et qui paye cher. Et c'est le consommateur qui sera l'éternelle victime, bien sûr, de cela. Alors j'ai cru comprendre aussi qu'à Saint-Barth, par exemple, ils appliquent très bien cette histoire-là. Je ne sais pas si ça s'appelle l'octroi de mer, mais ils vivent principalement des ressources sur tout ce qui rentre au port. Et c'est ainsi, on sait comment Saint-Barth est
j'ai envie de dire, riche, entre guillemets, par rapport au département. Ils ont un système fiscal très particulier. Très particulier, et ils ont les espèces de droits de port, enfin, tout ce qui rentre, c'est taxé. Octroi de mer ou pas octroi de mer, c'est taxé. Donc, ils ont un statut fiscal différent, particulier. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a le congrès des élus en ce moment? Oui, alors voilà une bonne question. Je pense que chaque fois qu'on parle du congrès, je vois souvent des sourires ironiques que je ne comprends pas, j'avoue franchement. Parce que le congrès et cette réflexion qui est en marche dans les opportunités qui sont ouvertes, nous donne effectivement le moyen de réfléchir, d'inventer et d'innover. Effectivement, ce serait l'occasion, dans le cadre du congrès, de réfléchir sur l'octroi de mer tel qu'il existe et de voir comment le moderniser, notamment par une vision nouvelle de la tarification par rapport à des projets de développement qui pourraient être envisagés sur une période et puis revus par l'autre. C'est l'occasion. Oui, c'est l'occasion. Je pense que ils feront appel, n'est-ce pas, aux compatriotes qui s'occupent de la question. Alors, là, j'ai constitué un petit groupe de travail, un think tank de 3 ou 4 personnes, et nous continuons à travailler sur l'octroi de mer, les différents aspects, les facturations. Et je pense que l'un des prochains quoi de neuf, tu vas inviter mon ami Bruno Marquez sur l'aspect économique. Moi, je ne suis pas un économiste, mais il a écrit l'ouvrage. Il a écrit avec moi. Nous sommes co-auteurs. Oui, tout à fait. Et ça permettra aussi, ce congrès des élus, à revoir l'octroi de mer, mais toute une série de choses qui nous concernent, à condition que tout le monde veuille bien jouer le jeu et d'arrêter les enfantillages de... Je ne sais pas, moi, ce qui me surprend très souvent, c'est que on est de l'opposition, donc tout ce que l'autre parti va projeter, c'est pas bon. Il faut qu'on vote non. Donc le Martiniquais, la Martiniquaise, pour l'instant, ce sont eux les perdants dans l'histoire. Chaque fois, je vois par exemple en France aussi, un ministre passe, le ministre de l'Éducation nationale qui avait avec M. Hollande. Après, il y a une autre. À chaque ministre qui passe dans l'Éducation nationale, il faut revoir les textes. Et je ne trouve pas que nos élèves profitent de ça. Ils sortent de là mieux instruits que ce qu'on faisait peut-être il y a très longtemps à nos âges. À nos âges. En tout cas, Philippe, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et on va te retrouver avec grand plaisir cette semaine pour le kiosque. Merci bien. Bien volontiers. Merci Philippe. Merci. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci à vous chez vous de nous avoir regardés, écoutés. Et puis n'hésitez pas à nous faire des mails, des messages, zouktv@gmail.com si vous souhaitez que les chroniqueurs de l'émission Le Kiosque le jeudi puissent éventuellement répondre à certaines de vos interrogations. Peut-être pas le jour même ou la semaine même, peut-être la prochaine émission, ils auront le temps parce que je peux vous dire qu'ils travaillent beaucoup et ils ne répondent pas comme ça. Voilà. Merci à tous et à bientôt sur Zouk.